Vous avez réalisé un miracle. Salut à tous. Pour être honnête, je pensais vraiment que la chaîne était définitivement morte et que je ne reverrais plus jamais de tels chiffres. Mais avec plus de 27 000 vues sur la dernière vidéo, je ne sais combien de commentaires et de likes, vous m'avez prouvé le contraire. Et vous m'avez surtout redonné un vrai espoir pour cette chaîne qui aurait dû, normalement, s'arrêter avec cet épisode. Donc pour l'instant, l'aventure continue. Donc déjà rien que pour ça, un énorme merci. Mais même si ça m'embête encore de vous dire ça et de faire la manche, rien n'est encore acquis. Pour YouTube, ce n'est qu'une exception, un genre de test, et il faut absolument que cet exploit se répète sur la durée pour que la chaîne soit réellement sauvée. Si grâce à votre soutien, on arrive à stabiliser les vues et à vaincre YouTube et son terrible algorithme, je m'engage à reprendre le montage vidéo pour transformer ces podcasts illustrés en véritables vidéos, plus proches de ce que je faisais avant, avec plus d'images, etc. Et pour que tout ça soit possible, je vous rappelle qu'il est indispensable de liker et utiliser la fonction boost au maximum, laisser un commentaire, même si c'est un simple pouce de soutien, et regardez la vidéo le plus longtemps possible, puisque ce temps de visionnage est le signal qui prouve à l'algo que les longs formats sont toujours d'actualité. Sur ce, je vous dis encore un énorme merci pour tout ce que vous faites, et je vous laisse avec l'épisode du jour. Captain Max, lancement du processus d'enregistrement. Go ninja, go ninja, go! La loi, c'est moi, et l'ordre. Vous me prenez pour un singe ou quoi? J'avais votre accent. J'éviterai de l'employer. Hey, salut à tous, c'est Max et bienvenue pour un numéro spécial du Podmax Comics consacré à la darkoulitude de Marc Silvestri. Ce sont d'ailleurs les tipeurs qui ont choisi le programme d'aujourd'hui. Donc si vous aussi, vous voulez décider des sujets et des comics traités lors des prochains numéros, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee et à répondre au sondage disponible dans la prochaine news. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va débuter avec le tome 3 d'Overkiller. Un choix qui tombe à pic puisque le tome 4 est actuellement en pleine campagne de financement sur Ulule. Ensuite, nous passerons au gros dossier du jour avec Marc Silvestri et ses deux séries cultes nées dans les années 90 sous son label Topco chez Image Comics, c'est Witchblade et The Darkness, avec notamment le célèbre Garcenis au scénario. Préparez-vous, car entre Overkiller et le Topco Universe, le programme du jour coche toutes les cases du politiquement incorrect. Ce n'est évidemment pas la première fois que je vous parle d'Overkiller et de son auteur Fred Mansour. J'ai déjà consacré une vidéo aux deux premiers tomes, mais j'ai aussi réalisé un podcast avec Fred pour vous parler de son autre BD, Wilson Nebula. Je vous invite d'ailleurs fortement à l'écouter. Malgré le fait que j'avais Overkiller tome 3 en ma possession depuis début 2024, j'ai préféré attendre avant de me plonger dedans. D'une part pour éviter de trop patienter entre deux sorties, mais aussi et surtout pour le lire dans la période de lancement de la campagne du tome 4, afin d'en parler au moment où les artistes en ont le plus besoin. Et vu que vous avez voté pour cette BD, eh ben ça tombe bien. Pour rappel, Overkiller est une BD française d'action et d'humour, avec un premier tome nommé Requiem for a Mime, un second intitulé Over the Rainbow, et le troisième dont je vais vous parler aujourd'hui, Danger of Love. Pour info, il faut savoir que c'est une série qui a déjà un beau parcours, puisqu'elle est née en 2015 avec une première diffusion en ligne sur leur site Overkiller, suivie d'une version papier, puis une nouvelle diffusion encore totalement gratuite sur Webtoon vers 2020, et encore aujourd'hui, elle y connaît un beau succès avec plus d'1 million de lectures et 13 000 personnes abonnées aux aventures de Lens. Si je devais comparer cette série à quelque chose de très connu, eh bien je dirais que c'est un peu le City Hunter, Nicky Larson, made in France. Les deux œuvres se ressemblent sur de nombreux points, on y retrouve la même dose massive d'action et d'humour, mais le vrai point commun, c'est leur protagoniste. Que ce soit Ryo Saiba, aka Nicky Larson, d'un côté, ou Lancelot Dupuis de l'autre, on a des héros capables d'être aussi bien des abrutis finis que des tueurs redoutables faisant trembler leur adversaire. Et c'est vrai qu'avec ce troisième tome, on s'approche encore un peu plus de l'esprit du manga ou de l'anime City Hunter. S'il y avait déjà quelques changements entre les deux premiers volets, surtout au niveau du visuel, ce troisième opus est celui de la maturité. Enfin, la maturité, la manière d'un Overkiller, bien évidemment. On y trouve une dimension beaucoup plus sérieuse, avec du drame et de l'émotion. Oui, dans Overkiller. Mais rassurez-vous, l'équilibre est parfait, puisque l'on a toujours droit à une énorme dose d'absurde et d'irrévérencieux, tout comme l'action explosive, électrique
et sanglante, et ces mots ne sont pas choisis au hasard. Et c'est une profondeur bienvenue pour cet univers survitaminé, qui réussit parfaitement à se renouveler, et bien sans qu'on ait l'impression de tourner en rond, comme ça arrive parfois. J'avais d'ailleurs déjà remarqué avec Wilson Nebula que, malgré son humour sans limite, Fred Mansour est aussi un scénariste qui sait écrire des personnages attachants et des histoires touchantes. Mais du coup, que raconte ce Danger of Love ? Eh bien, après un premier tome qui présentait l'univers dans une guerre entre mafia française et russe, puis un second volet centré sur l'affrontement entre les mafias black et gays, ce troisième opus se concentre davantage sur la relation entre Diane et Lancelot, qui fonce droit dans le mur. Nous arrivons à un tournant majeur pour nos personnages, puisque Diane, alors agent du FBI, va enfin comprendre que son bien-aimé est en réalité Overkiller, le meurtrier de son mari. Et en parallèle, on suit aussi l'histoire d'amour d'Ethan, le meilleur pote de Lance, qui découvre les joies d'une nouvelle relation avec une japonaise trop kawaii, qui est en vérité la fille du chef des Yakuza. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très certainement l'une des BD les plus divertissantes que j'ai pu lire. Il y a tout un tas de clins d'œil à la pop culture, de Pokémon à Orange Mécanique, en passant par Mortal Kombat, ou même 300. Le tout dans un récit rempli d'humour, qu'il soit parodique, noir et même parfois bon enfant, mais sans oublier les scènes d'action bourrines et frénétiques. Alors préparez-vous à avoir un peu d'hémoglobine sur les pages. Si la grande force d'Overkiller réside dans sa capacité à nous faire rire avec un humour sans tabou, des situations absurdes et des dialogues percutants, ce tome apporte effectivement une touche sentimentale plus profonde et appuyée, ce qui en fait le volume le plus équilibré de la série. On sent que l'auteur et les illustrateurs s'éclatent sur cette création, qui est bien plus qu'une simple BD humoristique. Côté illustration, c'est pareil, le mélange entre le format comics et manga est maintenant totalement maîtrisé et colle parfaitement au récit. Si le premier tome faisait 80 pages et le second plus de 130, ce dernier en fait plus de 160. Et oui, c'est le double du premier, ce qui n'est pas rien. Cela démontre parfaitement la progression de l'auteur dans la maîtrise du rythme et de la narration, à tel point que Fred aimerait reprendre le tome 1 pour l'améliorer, aussi bien visuellement que narrativement, afin de laisser l'histoire respirer et qu'il soit plus proche des deux autres, sur le fond comme sur la forme. Mais ça, c'est un projet qui prend du temps et qui n'est pas sûr d'arriver un jour. En bref, j'ai adoré cette lecture et j'ai déjà très hâte de découvrir la suite. Et je ne peux que vous inviter à rejoindre l'aventure en les soutenant sur Ulule. Le lien se trouve bien évidemment dans la description ou dans l'article Substack en fonction d'où vous écoutez ce podcast. Mais passons maintenant de l'autre côté de l'Atlantique pour un retour dans les années 90 avec l'artiste Marc Silvestri et ses bébés Witchblade et The Darkness. Pour bien saisir l'importance de Witchblade et The Darkness, il est indispensable de s'arrêter sur l'homme qui a bâti ces séries, Marc Silvestri. Autodidacte inspiré par des grands noms des comics comme Frazetta ou Buscema, Marc commence sa carrière au début des années 80 chez DC. À cette époque, il ne dessine pas encore de super-héros, puisqu'il fait ses débuts sur des titres d'horreur comme House of Mystery ou Weird Wild Tales. C'est certainement là qu'il apprend à maîtriser les ombres, les clairs-obscurs et cette atmosphère sombre et gothique qui deviendra sa marque de fabrique des années plus tard. Mais c'est en 1987 qu'il commence sa carrière chez Marvel Comics avec des titres comme Conan ou Web of Spider-Man. Mais c'est vraiment avec la série Uncanny X-Men qu'il se fait sa renommée de dessinateur, si bien qu'il garde son poste pendant 3 années consécutives avant de passer sur Wolverine de 1990 à 92. Marc fait partie d'une génération, avec d'autres comme Todd McFarlane ou Jim Lee, qui cassent totalement le style classique de chez Marvel et DC. Ils ont une approche beaucoup plus cool, plus dynamique, avec des poses héroïques totalement exagérées et des dessins détaillés, notamment avec un travail important sur les vêtements. Les plis, les froufrous, c'est leur dada. C'est d'ailleurs en 1992 que les dessinateurs stars de chez Marvel décident de s'émanciper des griffes de la maison des idées, pour fonder leur propre maison d'édition. Comme cité précédemment, Todd McFarlane, Jim Lee, mais aussi Eric Larsen, Rob Liefeld, Wells Portaccio, Jim Valentino et Marc Silvestri fondent alors Image Comics. Sous son label Topco, Silvestri décide de lancer une série, proposée mais refusée quelques années auparavant chez Marvel, du nom de Cyberforce. Après avoir travaillé longuement sur les X-Men, et au vu du succès de ces derniers, il eut envie de créer sa propre équipe de héros. Un récit de mutants cybernétiques très ancré dans son époque, que vous pouvez d'ailleurs découvrir ou redécouvrir, aujourd'hui encore, grâce à l'éditeur français Édition Réflexion. Mais puisque je n'ai encore jamais lu Cyberforce,
on ne va pas en parler plus que ça, et on va tout de suite passer au chapitre sur Witchblade. Cyberforce va connaître un succès immédiat, ce qui permet à la série de s'installer durablement de 1992 à 1996. Mais malgré cette réussite, dès 1995, Marc Silvestri sent que le vent tourne. Le marché du comics est en pleine mutation, les lecteurs font désormais une priorité absolue du visuel. C'est l'ère où le dessin et le cool règnent en maître, où les couvertures alternatives et la spéculation sur les éditions limitées font la loi. Silvestri remarque aussi et surtout l'émergence de la Batgirl. Un mouvement initié dès 1991 par des titres comme Razor ou, surtout, Lady Death, qui remettent au goût du jour une esthétique héritée de Vampirella. L'icône de 1969 fait d'ailleurs un retour important en 92 sous les crayons de Joe Quesada, prouvant qu'il y a un public important pour les héroïnes sombres, mais surtout très sexy et en petite tenue. Qui en doutait, Silvestri lance alors sa nouvelle poule aux œufs d'or, Witchblade. Et on ne va pas se mentir, Marc n'est pas là pour révolutionner l'écriture avec un récit profond et des dialogues bouleversants. Son idée de départ tient sur un post-it. Faire un récit d'urban fantasy centré sur un personnage féminin couvert du strict minimum pour ne pas basculer dans le comics érotique. Mais attention, Silvestri ne dessine pas et n'écrit pas les dialogues non plus. Il a plus un rôle d'éditeur, de producteur ou de chef d'orchestre si vous voulez. Il a une idée du concept, du pitch de départ et des grandes lignes du récit, mais c'est Brian Arbelin et Christina Z qui s'occupent de l'écriture, tandis que c'est Michael Turner qui est à l'illustration. Pour cette review, je me suis replongé dans le premier tome contenant les 3 premières issues sorties chez nous en 1997 aux éditions USA. Si l'évolution de la série vous intéresse, dites-le moi en commentaire car j'ai encore une dizaine de tomes en stock, donc il y a vraiment matière à vous en reparler encore un petit peu. Witchblade, c'est l'histoire de Sarah Pezzini, une policière new-yorkaise aux lignes évidemment parfaites. En enquêtant sur une affaire louche de la mafia, elle finit criblée de balles. Elle ne doit sa survie qu'au Witchblade, un gant mystique qu'il a choisi comme hôte et lui offre des capacités surhumaines via une armure, qui comme par hasard semble conçu pour ne couvrir que le strict minimum. Et la question qu'on se pose c'est, est-ce que c'est encore lisible plus de 20 ans après sa première publication ? Eh bien honnêtement, c'est compliqué. L'intrigue est d'une pauvreté affligeante, les dialogues bavards pour pas grand chose, les personnages sont tous des caricatures et l'héroïne est très peu attachante, du moins au début de cette histoire. On sent que le scénario n'est qu'un prétexte pour permettre aux artistes de mettre la belle demoiselle dans des tenues et dans des postures aguicheuses. On saute vite d'une scène à l'autre, les enjeux sont à peine posés et les éléments surnaturels arrivent un peu comme un cheveu dans la soupe. On a plus l'impression d'un empilement d'idées cool que d'un récit vraiment maîtrisé. Et ça ne m'étonne pas, puisque ça ne devait pas être simple pour les scénaristes de construire une série solide en suivant les consignes floues et pas forcément très abouties de son créateur. Mais mon plus gros problème, ce sont les choix de mise en page. Marc Silvestri, en tant que fondateur de Topco et directeur artistique, impose clairement une ligne éditoriale très précise, avec notamment un grand nombre de doubles splash pages pensés comme des images verticales coupées en deux. En gros, la partie supérieure est à gauche et la partie inférieure est à droite. Résultat, on se retrouve à devoir tourner le bouquin à 90 degrés, très régulièrement, ce qui n'est franchement pas agréable. C'est sympa une fois pour souligner l'importance ou le charisme d'un personnage, mais là, on y a droit plusieurs fois par chapitre, et ça ralentit beaucoup le rythme de la lecture, et surtout, ce n'est pas particulièrement bien utilisé. La plupart du temps, quand je tombe sur ce genre de page, je m'arrête quelques secondes pour essayer de comprendre le choix, et il n'y a généralement aucune raison valable. Une simple splash page sur une seule page aurait largement suffi. Et c'est aussi pour ça que cette technique est très peu utilisée aujourd'hui, puisque on a déjà des pages verticales. En général, on profite plutôt d'une splash page sur 2 pages quand c'est pour de l'horizon. Là, ça ressemble davantage à une technique de remplissage qu'à un vrai choix artistique. En bref, vous l'avez compris, je n'ai pas vraiment accroché, Comme je n'ai pas connu l'époque de la révolution image dans les années 90, je n'ai aucune nostalgie pour ce style. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de proposition.
Pour moi, ce tome fait plus office de rappel historique ou d'artbook que de véritables comics à lire pour le divertissement. C'est d'ailleurs à cause de ce genre d'expérience que j'ai une dizaine de tomes de Spawn qui dorment sur mes étagères et que je n'ose toujours pas ouvrir, de peur d'y retrouver les mêmes travers. Du coup, j'écoute le podcast des chroniques de Spawn en attendant de sauter le pas, un jour peut-être. Mais en attendant, passons à l'autre bébé de Silvestri, qui se trouve être dans le même univers Topco que Witchblade, c'est The Darkness. Après la réussite de Witchblade, Marc Silvestri décide de fêter le numéro 10 avec l'arrivée d'un nouveau personnage dans son univers Topco en la présence de The Darkness. Du nom de Jackie Estacado, celui-ci n'est ni plus ni moins que le pendant masculin de Sara Pezzini, lui servant de dualité. Witchblade représente l'équilibre entre deux forces, l'Angelus qui représente la lumière et le Darkness qui représente les ténèbres. Silvestri conserve alors l'univers de mafieux et le concept d'hôte qu'il a déjà installé avec Witchblade, mais cette fois-ci il fusionne ses ingrédients avec l'esthétique sombre, poisseuse et organique qui cartonne chez son ami Todd McFarlane avec son fameux Spawn. Mark lance alors la série The Darkness en 1996 et pour les 6 premiers numéros, il s'occupe lui-même du dessin et recrute alors Garcenis à l'écriture du scénario. L'histoire nous plonge dans le quotidien de Jackie Estacado, un tueur à gages qui travaille pour la mafia new-yorkaise, et plus précisément pour l'oncle Frankie, le parrain de la famille Franchetti. Jackie est le cliché vivant du beau gosse ténébreux. Il est riche, roule avec une grosse Ferrari rouge, il est arrogant et surtout, il accumule les conquêtes. Mais le jour de ses 21 ans, sa vie bascule. Il hérite d'un pouvoir ancestral, le Darkness. Jackie devient alors l'hôte d'une force ténébreuse capable de manipuler les ombres pour créer des armes, des armures ou invoquer des petits démons à la sauce Gremlins. Et pour ceux qui se posent la question dans le fond, non, son armure n'est pas uniquement un cache-téton, comme pour sa collègue. Mais ne vous inquiétez pas, parce que s'il y a un élément qui définit spécifiquement The Darkness, et qui rend la série très particulière, c'est la frustration sexuelle du personnage principal. Car Jackie est présenté comme un coureur de jupons, un peu accro au sexe, disons-le clairement. Et le problème, c'est qu'avec le réveil du Darkness, sa vie de débauche s'arrête d'un coup, puisqu'il est porteur d'une étrange malédiction. Car celui qui est lié au Darkness meurt à l'instant même où il conçoit un enfant, dès que la graine est déposée. Donc, plus aucun rapport possible pour lui. La seule solution qui lui reste pour éviter l'abstinence, et attention, d'essayer de créer une femme à partir des ombres du Darkness. Oui, c'est vraiment spécial à lire, on sent que ça a été écrit par des jeunes hommes à destination d'adolescents. Pour le coup, Marc Silvestri a eu le nez creux en choisissant son scénariste, puisque Garcenis est très fort lorsqu'il s'agit de n'avoir aucune subtilité. Et on l'a bien vu un peu plus tard avec son œuvre Cross, dont j'en ai déjà parlé il y a quelques temps en podcast. Et ici, ça colle parfaitement. Contre toute attente, malgré tout ce bazar, il faut l'avouer, Garcenis s'en sort plutôt bien. La lecture des premiers numéros n'est pas désagréable, ça s'enchaîne bien, c'est fluide, compréhensible, et on ne s'ennuie pas. Par contre, dès qu'on dépasse les 6 premiers chapitres, ça part dans tous les sens. Ça devient beaucoup trop bavard, et on ne comprend plus grand chose à l'intrigue. Et s'il y a un autre gros souci avec Marc Silvestri, c'est que monsieur semble n'avoir qu'un seul mannequin en tête lorsqu'il doit confectionner un personnage masculin. Il faut qu'il soit grand, musclé, brun, ténébreux, avec des cheveux longs et une mâchoire bien carrée. Résultat, entre ma lecture des débuts de Witchblade et les 10 premiers numéros de The Darkness, je me suis retrouvé avec pas moins de 3 personnages qui ont exactement le même physique. C'est simple, si je vous mets Jackie Estacado, Ian Nottingham et Jackie Yee côte à côte, c'est très difficile de dire qui est qui. Et je vous mettrai des visuels dans l'article Substack et dans la vidéo YouTube pour que vous puissiez juger par vous-même cette clonerie. Clone, ne me censure pas YouTube. Vous l'avez compris, je n'ai pas particulièrement apprécié cette lecture non plus. The Darkness est loin d'être une révolution, ce n'est même pas une évolution de Witchblade, pour être totalement franc. La série partage exactement le même ADN que sa grande sœur, surtout quand l'équipe artistique d'origine reprend les commandes après le départ de Garcenis. C'était la fin du premier arc. Et c'est dommage car c'était le seul moment un peu sympa de ma lecture, sans être vraiment incroyable non plus. Il apporte une vraie lisibilité et un récit bien mieux structuré. On y gagne vraiment en cohérence et en respiration, ce qui nous évite de nous perdre dans une mythologie que les scénaristes nous balancent au visage par la suite. En bref,
Une curiosité d'époque qui plaira évidemment aux nostalgiques du style Topco, mais qui peine à convaincre sur le fond, et parfois même sur la forme, avec son accumulation insupportable de Double Splash Page à 90. Et non, les fans de Tony Hawk, ce n'est pas une figure de skate, mais c'est presque aussi dangereux. Pour conclure sur ce gros dossier consacré à Marc Silvestri et ses 2 séries, je dirais que l'aventure Topco, c'est finalement l'essence même d'une époque. L'époque d'Image des années 90. Le style avant la profondeur. On est sur des récits sombres, violents et poisseux, avec des héros au corps rempli de synthol, des héroïnes à la poitrine exorbitante sur des physiques de mannequins, des gros guns, de la cybertechnologie, et assez de sang pour faire du boudin pendant au moins une bonne décennie. On est vraiment face à une industrie qui voulait absolument s'émanciper des Big Two, en cassant les codes et en se fixant le moins possible de limites. Le but, vendre du rêve visuel à des adolescents sans que les histoires tiennent forcément la route. On sent qu'on est en présence de jeunes artistes qui étaient majoritairement des illustrateurs avant d'être des scénaristes. Ok. Et bien voilà que se termine ce numéro spécial du Podmax Comics consacré à Marc Silvestri et ses séries Witchblade et The Darkness. J'espère que ça vous aura plu, surtout à ceux qui ont choisi le sujet sur Tipeee. Je les remercie encore pour leur soutien et j'invite tous ceux qui apprécient le podcast à y jeter un petit coup d'œil, ne serait-ce que pour me lancer une petite pièce afin de voter pour les prochains sujets. Alors ce n'est absolument pas une sponsor, mais n'hésitez pas non plus à aller jeter un petit coup d'œil à la campagne Ulule du tome 4 d'Overkiller. Tous les liens se trouvent évidemment dans l'article Substack ou dans la description YouTube. Sur ce, je vous dis encore merci et à très bientôt. Terrien. Fin de l'enregistrement.